d'effondrement selon le type justement d'organisation sociale. Alors, concernant le paléolithique, il semble que l'effondrement de la société magdalénienne, qui dure plusieurs millénaires, qui nous a laissé Lascaux, Altamira, etc., elle est liée au changement climatique de la fin de la dernière glaciation. Jusqu'à moins 12 000, moins 10 000, il fait froid et c'est des populations qui vivent sur la chasse aux grands mammifères, dans le cadre de paysages relativement stépiques, avec l'ensemble de la moitié nord de l'Europe couverte sous les glaces. Et ça se réchauffe petit à petit, les mammouths et les rennes remontent vers le nord, la forêt repousse partout, et on constate objectivement qu'on change de société. Et qu'on va faire justement une société mésolithique, des petites sociétés qui nous ont laissé très peu d'art figuratif. Donc ça a entraîné aussi des changements écologiques. Donc ça, c'est pas une société qui s'est effondrée de l'intérieur, c'est une société qui a été effondrée, si j'ose dire, de l'extérieur, qui ont été... Alors c'est les mêmes gens, génétiquement, si j'ose dire, c'est les mêmes, mais dans un environnement complètement différent. C'est ce qui semble normalement expliquer le mieux cette transformation. Cela dit qu'il ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris des siècles. Alors après, quand on passe sur des sociétés néolithiques, donc des sociétés un petit peu plus complexes, au usage des métaux, quels indices on a? Qu'est-ce que nous montre l'archéologie de ces autres types d'effondrements? Parce que quand on passe d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société d'agriculteurs, on a quand même des différences. On imagine que ces effondrements aussi sont différents. Oui, en Europe, donc il n'y a pas d'invention sur place de l'agriculture et l'élevage. C'est inventé au Proche-Orient, ça génère un boom démographique et une partie des populations donc du Proche-Orient partent dans différentes directions, le nord de l'Afrique, l'Asie centrale et l'Europe. Et donc, ils vont balayer, faire s'effondrer ou effondrer encore les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui vont absorber progressivement. Et ils arrivent à l'Atlantique. Une fois qu'ils sont à l'Atlantique, ils ne peuvent pas aller plus loin jusqu'à Christophe Colomb. Donc, ces sociétés vont continuer à augmenter en taille indéfiniment et on voit apparaître des choses impressionnantes comme le long de la mer Noire, en l'actuelle Roumanie et République de Moldavie et Ukraine, des villages qui sont même plus des villages puisque ça fait au moins 10 000 personnes et donc des sociétés vraiment très importantes. Et ces sociétés importantes durent quelques siècles et puis s'effondrent de l'intérieur. Et là, l'explication qu'on peut donner, c'est sans doute que c'était surdimensionné, c'était extrêmement complexe de gérer des sociétés aussi importantes, d'assurer aussi bien le ravitaillement que les rapports sociaux. Et donc, ça s'effondrait. C'est pas la première fois pour des sociétés néolithiques, puisque on a la même chose au Proche-Orient. Avant, vers moins 7000, on avait les premières agglomérations de plusieurs milliers d'habitants, et puis ça s'effondre, et c'est là que justement les gens partent dans toutes les directions, et que pendant longtemps en Europe, ils essaient de se maintenir. Les villages ne dépassent pas 100 ou 200 habitants, justement, jusqu'à ce qu'on ne puisse pas aller plus loin. Donc c'est l'impression que ça donne et qu'on va retrouver ensuite à l'âge du bronze, à l'âge du fer, dans différentes régions d'Europe et d'Eurasie, quand les sociétés deviennent trop complexes. Donc un autre exemple, par exemple, c'est le monde mycénien. On est entre moins 1500 et moins 1200. Les premières villes, premiers États, première organisation étatique d'Europe, avec l'Europe continentale, la Crète aussi à peu près en même temps, et puis ça s'effondre vers moins 1200. Et l'impression qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a un côté très surdimensionné, mais ça permet de poser aussi une autre question, parce que là encore, les gens sont toujours là ensuite. Et ce qu'on peut observer, c'est des communautés villageoises assez simples, donc c'est toujours les mêmes gens. Mais ce qui a disparu, c'est toute la couche dirigeante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de palais, il n'y a plus de fresques, il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de masques en or dans les tombes. Alors nous, les archéologues, on est très déçus. Donc
on appelle ça les âges sombres, de Dark Ages en anglais, mais c'était pas forcément si sombre que ça pour tout le monde. C'est simplement le côté pyramidal, le haut de la pyramide qui disparaît. Et c'est ça qui a donné tout un débat après le livre, le best-seller de Jared Diamond qui s'appelait Collapse et en français Effondrement. Il y a eu un colloque d'opposition, ça a été publié sous le titre Questioning Collapse, l'effondrement en question, où si on prend le cas des Mayas par exemple, ça s'effondre vers 1000 de notre ère, 800 et 1000 à peu près, tout le système, mais les Mayas sont toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours des millions de gens qui parlent Maya au Mexique, dans la péninsule de Yucatan, et ils sont toujours là. Donc ce qui s'effondre, c'est pas toute la société qui disparaît, c'est un certain système social, et souvent ça donne l'impression que c'est des systèmes sociaux qui étaient effectivement à la fois surdimensionnés et oppressifs. Ok. Et du coup, donc, pour aller un petit peu plus loin, d'après les sources archéologiques, qu'est-ce qu'on peut dire d'une société qui serait plus résiliente qu'une autre? Comment on peut voir ça et qu'est-ce que ça peut nous apprendre éventuellement? Soit pour les sociétés étatiques, c'est peut-être des sociétés qui effectivement n'ont pas de problème d'environnement, notamment parce qu'un effondrement, comme n'importe quoi d'autre, a toujours plusieurs causes. Et souvent c'est une espèce de mélange. C'est-à-dire que s'il y a par exemple des conditions climatiques plus défavorables, les dirigeants qui en général tirent leur pouvoir d'affirmation de leur relation avec le divin, les pharaons font venir les creux du Nil, les rois européens sont de droit divin, etc. S'ils font plus tout ce qu'ils prétendent faire, c'est comme quand il y a une crise économique dans nos périodes et qu'à ce moment-là les dirigeants sont balayés. Donc s'ils ne font pas ce pourquoi on les supporte, à ce moment-là effectivement ils vont être balayés, et donc c'est tout un ensemble de causes. Donc si tout marche bien, par exemple en Égypte, pendant 2-3 000 ans, le système va se maintenir pratiquement tel quel, alors qu'il était en même temps très inégalitaire, mais au moins les gens y retrouvaient leur compte. S'il y a une oscillation, il commence à y avoir des difficultés. Il y a eu des interruptions d'ailleurs dans l'histoire de l'Égypte, qu'on appelle les périodes intermédiaires, mais en gros ça fonctionnait, alors qu'il y a des tas d'autres systèmes qui s'effondrent. Alors par rapport à votre question sur la résilience, c'est effectivement, ça pose la question de qu'est-ce qui résilie, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire que la classe dirigeante, si elle est trop oppressive, eh bien effectivement, elle va risquer d'être balayée, comme on peut le constater dans plein d'autres exemples historiques pour lesquels on bénéficie de textes et de témoins. Si effectivement si elles s'effondrent, il faut voir ce qu'on appelle, pour me répéter, ce qu'on appelle effectivement la résilience et qu'est-ce qui se maintient. C'est-à-dire que ça peut être le reste de la société. On a la même chose par exemple pour la civilisation de l'Indus au Pakistan, qui dure en gros entre moins 2700 et moins 1700 avant notre ère. Elle s'effondre aux alentours de moins 1700. On a longtemps cherché des causes extérieures, on n'en trouve pas vraiment, et on est d'accord plutôt pour dire que effectivement le système urbain avec écriture et tout était trop complexe, sans doute oppressif, il s'effondre, mais les gens sont toujours là dans des villages, dans des communautés villageoises qui finalement sont mieux à même d'aménager leur vie quotidienne et leurs ressources. C'est un peu quelque chose qui est utopique ou non qu'on sent maintenant quand on essaie de rétablir des circuits courts, d'avoir une espèce d'écologie et d'alimentation de proximité. On en est encore loin d'avoir l'équivalent des exemples historiques que je donnais, mais en tout cas, la résilience, il faut voir pour qui, effectivement,
ça se maintient ou ça se maintient pas. Est-ce que du coup, on peut dire, ou est-ce que c'est quand même aller trop loin, que des sociétés qui sont moins complexes, des sociétés sans État, sont des sociétés plus résilientes, ou au final, est-ce que l'archéologie ne le montre pas du tout, vu qu'on voit qu'il y a quand même des effondrements dans des sociétés proto-historiques, avec des proto-États ou sans État? Oui. Ce qu'on voit, par exemple, si on prend la proto-histoire de l'Europe, c'est le néolithique du bronze agifère, c'est qu'au lieu d'être une courbe ascendante, on aurait comme ça une complexité croissante comme on a en Mésopotamie ou en Égypte, qui sont effectivement des territoires très resserrés en fait, autour des fleuves et entourés des déserts, etc., des sortes de masses écologiques. En Europe, comme c'est beaucoup plus large, eh bien, on a des mouvements de montée, par exemple tous les gigantesques dolmens qu'on a sur les bords de l'Atlantique entre 4500 et 4000. Et puis après, tout ça disparaît, ça s'effondre et on a des monuments beaucoup plus modestes et utilisés par beaucoup plus de gens. Donc l'impression que ça donne pour l'Europe, c'est qu'effectivement, il n'y a pas la possibilité pour les dirigeants de maintenir les gens justement dans une nasse et d'assurer leur pouvoir. Donc si le pouvoir devient excessif, s'il n'arrive plus à se justifier idéologiquement parce que justement il y a des problèmes climatiques, etc., eh bien ça va s'effondrer. Donc il y a une relation à l'environnement qui a l'air assez forte et qui donne la caractéristique de l'Europe. C'est-à-dire régulièrement, dans chaque région, donc il faut l'imaginer en 3 dimensions, c'est pas toute l'Europe à chaque fois, mais dans telle ou telle région, on a des moments de montée et puis des moments de redescente. Vous avez parlé tout à l'heure de sociétés qui sont les mêmes, qui s'effondrent, en fait le pouvoir s'effondre, les sociétés sont les mêmes, les gens sont les mêmes, mais est-ce qu'il y a une baisse démographique entre-temps? En tout cas, est-ce qu'on voit une baisse démographique? C'est toujours plus complexe, là, faute de texte. Je pense qu'on pourrait voir les différents cas qui semblent. Par exemple, il y a la première vague de colonisation néolithique en Europe tempérée, notamment à la moitié nord de la France, on appelle le rubanais ou le danubien, la céramique linéaire. Il y a aux alentours de 3009 dans certaines régions, il y a eu effectivement une baisse démographique, moins de villages, et puis ça repartira un peu plus tard. Donc, mais ce n'est pas le cas, cette même culture qui s'étendait de l'Atlantique à la mer Noire, c'est pas le cas partout. Donc ça peut être observé et il faudrait en discuter de plus près, mais en gros c'est pas général. Alors pour finir, si on peut essayer de faire un peu de futurologie plutôt que d'archéologie, si on essayait de voir comment notre société peut s'effondrer et qu'est-ce qui pourrait venir après, est-ce qu'on peut donner quelques pistes par rapport à d'autres sociétés qu'on a observées? Là, c'est toujours plus facile de prévoir le passé que l'avenir, hein, comme chacun sait. Donc c'est un peu difficile, mais disons que, en tout cas, de par l'histoire d'Homo sapiens, qui est quand même entre 100 000 et 300 000 ans, la période actuelle, la révolution industrielle, c'est un temps infime. Donc si on est plutôt optimiste, on peut penser qu'effectivement il y aura des effondrements réguliers. Si on prend le cas actuel, effectivement, avec ce qui est inédit, c'est qu'on ait cette crise climatique qui semble bien être le fait des humains, ce qui n'a jamais été le cas jusque-là. Mais si on a cette surconsommation, cette surexploitation de la planète, c'est parfaitement envisageable qu'on aille effectivement vers un effondrement généralisé, en tout cas de toutes les sociétés industrielles. Ça ne veut pas dire que l'Homo sapiens va disparaître. Ça se fera, si on prend plutôt le scénario effondrement, ce qu'on peut prévoir, c'est qu'effectivement il y aura des tensions fortes, des guerres civiles, des morts, etc., mais que l'humanité survivra certainement, mais se réadaptera, y compris effectivement s'il y a un réchauffement climatique qui se continue, puisque en même temps l'Homo sapiens, qui est une espèce qui vient d'Afrique, est capable de s'adapter à des endroits aussi improbables que les régions arctiques avec les Inuits. Donc il y aura une adaptation, il y aura certainement
certainement un certain nombre de morts, hein, mais on peut se penser qu'après ça repartira après une période de trouble qui effectivement ne sera pas gaie à vivre. Hein. Il y en a eu déjà, beaucoup d'autres. Ça c'est la version optimiste, si on peut dire. La version encore plus optimiste, ce serait que le système des sociétés industrielles, ce qu'on appelle le capitalisme, pour arriver vite, soit complètement capable de s'adapter. Ce qu'il a réussi à faire quand même pas mal. Si on prend le programme du Parti communiste de Karl Marx, qui réclamait des choses insensées comme la journée de travail limitée à 10 heures, une journée de repos, un impôt à payer sur l'impôt sur les revenus, etc. Ça, le capitalisme a été capable de le faire pour s'adapter justement à des mouvements de revendication qui deviendraient trop violents. Alors, est-ce qu'il sera capable, étant donné la somme des intérêts, des égoïsmes, etc., à court terme, est-ce qu'il serait capable de s'adapter à l'ensemble des données du problème? On voit par exemple l'affaire du glyphosate, où on est en train d'empoisonner une partie de l'humanité simplement pour des intérêts à court terme des dirigeants de ces firmes multinationales. Donc ça, on ne peut pas encore le prévoir. Ok, je vous remercie pour toutes ces précisions et ces ouvertures surtout.